vais commencer avec une petite introduction à la science du climat et l'effet de l'utilisation du gaz naturel. Je pense en l'année 2015, c'est pas une grande surprise, mais il y avait quelques événements notables qui sont arrivés. Le niveau de CO2 qu'on voit ici a atteindre 400 parties par million. C'est un niveau qu'on n'a pas vu depuis peut-être 5 millions d'années dans le système climat. C'est aussi l'année la plus chaude. C'est le record qu'on a tenu pour une année. L'année 2016 était encore plus chaud que 2015. Mais c'est aussi l'année qu'on a dépassé 1 degré de réchauffement en dessous de niveau pré-industriel. Et puis aussi, c'était le COP21 en Paris. Et on a adopté ces cibles de tenir le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés, ou dans la langue de l'accord, c'est au bien dessous de 2 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre ces cibles-là? Si on va en haut, on peut voir le ligne en rouge, c'est bien le business as usual, le scénario qui nous mène à 3, 4, 5 degrés de réchauffement. Le bon nouvelle, c'est que les émissions de CO2 des années passées, on commence à de mener plus bas que le business as usual. Et la projection, c'est pour peut-être 3 degrés si on atteint les cibles les cibles nationales qu'on a maintenant. Et bien sûr, si on veut atteindre les cibles de l'accord de Paris, il faut réduire les émissions de CO2 jusqu'à 0 et bien avant la fin du siècle. Donc, cette idée de cible 0 émission est vraiment importante. Et c'est aussi c'est écrit dans l'accord de Paris. Quand la langue en anglais, là, c'est to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks. Ça veut dire qu'on doit atteindre un cible net zéro. Si on continue d'émettre le CO2, on doit mise à point des technologies qui enlèvent le CO2 de l'atmosphère. Donc, c'est ça arrive à le concept du budget carbone. C'est quand il y a une quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'on ne doit pas surpasser pour limiter les changements, pour stabiliser les températures mondiales. Dans le contexte de l'accord Paris, si on veut atteindre une cible de bien en dessous de 2 degrés, ça veut dire qu'on peut émettre pas plus de à peu près 3 000 milliards de tonnes de CO2. Si on voit ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, voici les émissions historiques de CO2, et le total qu'on a déjà émis dans l'atmosphère, c'est 2100 milliards de tonnes déjà émis. Donc il reste à peu près 900 millions de tonnes, milliards de tonnes. Mais beaucoup de cette partie qu'on n'a pas encore émise, on peut considérer qu'on a déjà engagé ces émissions-là à cause de l'infrastructure courante qui existe, qui va continuer d'émettre du CO2 pour les années dans le futur. Et si on estime la quantité qu'on a engagée dans les infrastructures courantes, ça vient à peu près 700 milliards de tonnes. Et si tu fais le masse, ça reste à peu près 200 milliards de tonnes qu'on n'a pas émis et qui n'est pas encore engagé. Et ce qui est important là, si on continue à investir dans les nouveaux infrastructures qui émettent du CO2, on va augmenter cet engagement d'émissions futures. Donc, c'est quoi un rule of thumb? Si on veut atteindre la cible de 2 degrés, il faut réduire les émissions à 0 avant le 2070. Si on veut atteindre 1,5 degré, c'est plutôt avant l'année
2050. Mais ces chiffres-là, sont vraiment pour le monde entier. Et on comprend bien qu'il y a des pays dans le monde qui sont beaucoup moins avancés et beaucoup moins riches que les pays comme le Canada. Donc, il y a beaucoup de raisons pour dire que le Canada devrait adopter une cible plus ambitieuse que le monde entier. Et ça c'est une illustration d'un scénario qui est consistant avec ou bien dessous de degrés. Et ça voit les émissions de CO2 au Canada atteindre le niveau zéro à peu près 2050. Et on voit avec les étoiles les cibles qu'on a maintenant au Canada qui ne sont pas assez ambitieux pour être consistants avec le cible de l'accord de Paris. Je pense que je vais aller plus vite. Donc, le rôle du gaz naturel, on voit à gauche encore les émissions historiques. Et le parti en bleu, c'est les émissions de CO2 qui sont produites par le gaz naturel. Pour l'année 2015, c'est à peu près 20% de toutes les émissions CO2. La contribution historique en total, c'est à peu près 10% des émissions CO2. Et on voit à droite que les émissions de gaz naturel, ils augmentent maintenant. Par contre, les émissions du charbon, ils sont en train de diminuer. Mais la chose importante pour le gaz naturel, c'est que ça a mis le CO2. C'est un grand émetteur de CO2. C'est aussi un émetteur de CH4, le méthane, à cause de les pertes, les fuites et la combustion incomplète. Donc c'est un combustible fossile un peu plus complexe que les autres à cause de ça. L'effet sur le système climat, ils sont vraiment différents. Le CO2, c'est le plus important gaz à effet de serre et ça a une très longue vie dans l'atmosphère. Donc les changements climatiques qui arrivent à cause de la CO2, ça reste dans le système climat pendant plusieurs siècles. C'est ça un concept de lock-in. C'est le CO2 qu'on met aujourd'hui, ça va avoir un effet sur le climat pour vraiment des siècles. Le CH4, c'est un peu différent. La durée de vie dans l'atmosphère, c'est beaucoup moins courte, mais c'est aussi un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Donc c'est plus puissant, mais l'effet, ça dure pendant seulement quelques décennies. Donc on parle beaucoup de notion d'équivalence CO2. C'est une méthode de mettre l'effet de tous les différents gaz à effet de serre dans une seule métrique. Et on le mesure, on l'estime pour comparer l'effet d'un gaz comme le CH4 à l'effet de CO2. Et à cause de la durée de vie différente, on doit parler de période de temps pour estimer l'effet. Et pour le méthane, c'est sur 20 ans, c'est à peu près 86 fois plus puissant qu'un équivalent émission de CO2. Et sur 100 ans, à cause de la plus courte durée de vie, c'est à peu près 34 fois plus puissant. Donc, si on revient au concept du budget carbone, le 3 000 milliards de tonnes de CO2, c'est vraiment seulement les émissions de CO2 qu'on compte dans ce chiffre-là. Si on veut parler des émissions CO2 équivalentes, qui incluent le CH4, le budget c'est un peu plus grand, donc on peut dire à peu près 3 500 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Et la combustion du gaz naturel, ça contribue à les émissions de CO2, puis aussi à les émissions de méthane. Je pense que je vais arrêter là pour maintenant et je passe la parole à Donc, qu'est-ce qu'il y en est du gaz naturel? Comme vous voyez, on dessine des belles fleurs, des belles feuilles sur nos camions en disant qu'il faut réduire les émissions. Alors, ce qu'on ne nous dit pas, en fait, ce qu'on dit, c'est que ça diminue de 25% les émissions, et c'est vrai, sauf que c'est dans le moteur, ça, quand le gaz naturel brûle dans le moteur.
mais il y a beaucoup d'autres sources d'émissions sur le cycle de vie du gaz naturel dont on ne tient pas compte dans toute la promotion du gaz naturel, que ce soit par l'industrie ou encore par le gouvernement. Comme Damon le disait tout à l'heure, on a 86, 52 sur 100 ans, c'est l'intermédiaire, et 34 fois plus pour le méthane, parce que le gaz naturel, c'est à 90 % du méthane. Donc, on va regarder à peu près 50 ans, ce qui semble raisonnable, parce que d'ici 50 ans, si on n'a pas réglé le problème, on est dans le trouble. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, OK, oui, on réduit de 25 % dans le moteur quand on fait brûler le méthane par rapport à du diesel, mais ça prend combien de fuites de méthane, parce qu'on l'a vu, c'est 86 fois pire, combien de fuites de méthane pour annuler le gain de 25 % dans le moteur? Et on va retenir le 1,3 % sur 50 ans. 1,3 % de fuite, comme vous allez le voir, c'est pas beaucoup. Alors, la preuve, c'est que l'EPA, par rapport à ça, nous dit que les fuites sont à peu près 1,5 % en 2013. Mais ils ont amplement sous-estimé le problème et il y a plusieurs recherches qui sont sorties depuis 2012, principalement. On a l'Université du Colorado et le NOAA, le National Oceanographic and Atmospheric Administration. En 2012, ils nous disent qu'il y a des fuites dans les puits de gaz naturel de 4 à 9 %. Ça, c'est seulement les puits, mais les fuites, on les retrouve aussi dans le transport, dans le gazoduc, dont je n'ai pas de référence ici pour les fuites. On les retrouve dans la distribution, dans les villes, et là, on voit qu'à Boston, ils ont mesuré 2,7 % de fuites. Ça, c'est juste dans le réseau de distribution. Et il y a aussi des fuites lorsqu'on ferme les puits. Ils peuvent fuir pendant 100 ans. Là, on a plusieurs puits, le tiers de nos puits, je pense, au Québec, qui fuient encore après être fermés. Alors, ce n'est pas les seules émissions, plutôt les seules études. Je vous en ai mentionné 2, mais il y en a d'autres. On voit ici dans l'article de M. Howard, il a recensé plusieurs études, là, en bas à gauche, essentiellement montrant des fuites allant jusqu'à 9 % et ça, c'est différentes universités, différentes équipes de recherche qui ont fait ça. Tout ça pour dire que le résultat, c'est à droite. En bleu, c'est les gaz à effet de serre. Regardez en haut, là, c'est sur 20 ans. Parce que c'est là que ça se passe avec le méthane. Ça réchauffe beaucoup dans les 20 premières années. Donc, sur 20 ans, en bleu, c'est les émissions de gaz à effet de serre dues à la combustion du méthane dans les moteurs, par exemple. Et on voit qu'effectivement, il y a une réduction de 25 % à peu près pour le gaz naturel à gauche par rapport au diesel à droite complètement. Mais en magenta, là, c'est les fuites de méthane qui nous donnent pas mal plus que le diesel. Et c'est là qu'on a de la désinformation. Parce que quand on parle de ministère du Développement durable, on ne peut pas ne pas tenir compte du cycle de vie. Et sur le cycle de vie du méthane, c'est pas mal pire que le diesel. Et on met des dizaines de millions pour, soi-disant, diminuer nos émissions par rapport au diesel. C'est là que le bas blesse. Et sur 100 ans, quoique dans 100 ans, si on n'a pas réglé notre problème, comme je dis, c'est pas plus ou moins pertinent. C'est plus à court terme qu'il faut régler le problème d'ici 2050. Une autre étude, celle-là canadienne, qui a été faite par la Fondation David Suzuki et l'Université Saint-Francis-Xavier, excusez-moi, de la Nouvelle-Écosse. Eux autres sont allés en Colombie-Britannique, ils ont pris un véhicule qui prenait des bouffées d'air, puis sur le dessus, il y avait un anémomètre, puis tout ce qu'il faut pour mesurer la vitesse des vents, GPS et tout. Ça soustrayait la vitesse du véhicule, bien entendu. Et l'air était pris en avant du véhicule pour pas qu'il y ait d'incidence du tuyau d'échappement. Et on a mesuré comme ça sur 8000 km près des puits, dans des régions, une des régions où il y a le plus de puits. Et on a trouvé que c'était 2,5 fois plus de fuites que les chiffres du gouvernement. Encore là, les gouvernements sont beaucoup trop conservateurs. Et ça, c'est l'équivalent, juste dans la moitié des puits de la Colombie-Britannique, c'est l'équivalent de mettre 2 millions de nouvelles voitures sur les routes. Puis ça, c'est juste 50 % de la Colombie-Britannique. Ça fait 4 millions si on met toute la Colombie-Britannique. Puis si on inclut l'Alberta, puis tout le reste, bien là, écoutez, regarde, c'est l'enfer, là.
C'est sûr que le gaz naturel, essentiellement, il y a du biométhane aussi, et là, c'est correct. Le biométhane qu'on fait à Saint-Hyacinthe, par exemple, c'est neutre au niveau carbone parce que ça évite, si on laissait pourrir les résidus organiques avec lesquels on fait le biométhane, si on les laissait pourrir en les enfouissant, ça émettrait du méthane. Et puis, effectivement, en le récupérant puis en l'utilisant pour les véhicules ou autrement, ça nous évite de 90% moins essentiellement de GES que le diesel. Sauf qu'avec un établissement quand même assez élaboré à Saint-Hyacinthe, ils ne sont pas capables d'alimenter plus que 270, disons 300 camions lourds là, qui font de la longue route, ceux pour lesquels on a établi la route bleue dans laquelle on met des stations pour faire le plein de méthane liquide, de gaz naturel liquide. Là. C'est des camions qui font beaucoup de kilométrage comme ceux que j'ai mis là. Donc 300 camions seulement avec ça. Alors, quand il y a si peu de ressources, parce que même si on multipliait par 10 ce qu'il y a là à Saint-Hyacinthe, au Québec, on arriverait à, mettons, 3000 camions, puis il y en a 45 000 au Québec, là, des 18 roues et plus, là, qui sont des camions lourds. Donc, c'est une ressource qui n'est pas très abondante. Et lorsqu'on a une ressource qui n'est pas abondante, on a intérêt à l'utiliser efficacement. Parce que développement durable, ce n'est pas seulement les gaz à effet de serre, là. C'est aussi et beaucoup l'efficacité énergétique. Alors, où c'est le plus efficace, le biogaz, ou plutôt le biométhane? Bien, c'est le chauffage, parce que là, on a une efficacité de 95 % de transformation en chaleur. Si on met ça dans un moteur à combustion interne, maximum 30 %. Donc, ce n'est pas efficace comme utilisation de l'énergie du biogaz. Alors, moi, ce que je suggérerais, c'est qu'on fasse des serres, par exemple, qu'on cultive des tomates au lieu de faire venir ça de la Californie, avec les endroits où on produit du biométhane. Mais pas dans les camions. C'est pas efficace, puis il n'y en a pas assez. Ça sert juste à verdir le gaz naturel en disant qu'on en met dans les gazoducs. Là, Maintenant, on peut regarder l'alternative. On a vu que le gaz naturel dans les camions, ça émet pas mal, d'un véhicule, ça émet pas mal plus de gaz à effet de serre que le diesel. Qu'en est-il pour des voitures électriques? Ben là, à ce moment-là, je vous réfère à ce graphique-là qui nous donne sur le cycle de vie complet, c'est-à-dire on tient compte de la fabrication du véhicule, la fabrication des batteries. Ce qui est en gris, c'est des véhicules à essence ordinaire, comme une Prius à 4,7 litres au 100 ou la Ford Focus à 7,8 litres au 100. Donc, en gris, c'est les gaz à effet de serre qu'on émet pour produire, pour extraire et produire, raffiner le pétrole. Et en gris foncé, c'est les gaz à effet de serre dus à la combustion. Donc, on voit qu'on arrive proche, avec la Ford Focus, on arrive sur le cycle de vie à proche de 50 tonnes de CO2. Et en vert, c'est les gaz à effet de serre émis par les centrales électriques qui alimentent des voitures électriques. Donc, tout ce qui est en vert, c'est des voitures électriques rechargées à différents endroits. On a ici le véhicule électrique pour la Nouvelle-Angleterre. C'est ça. Alors, le premier, c'est la Nouvelle-Angleterre. Le deuxième, c'est la Floride. La Floride représente, au niveau de ses centrales électriques, là, la moyenne d'émissions par kilowattheure qu'on a aux États-Unis. Donc, on voit qu'aux États-Unis, essentiellement, la moyenne des centrales électriques qui rechargent les véhicules électriques fait en sorte que les véhicules électriques aux États-Unis émettent à peu près, via les centrales électriques, l'équivalent de gaz à effet de serre qu'une Prius. Mais la Californie, regardez ici, la Californie, c'est pas mal mieux. C'est sûr que, aussi, comme vous allez le voir dans les diapos qui viennent, on est en train de décarboner les centrales et ça va très vite, vous allez le voir. Et au Québec, ben là, c'est le paradis des voitures électriques parce que si on n'avait pas la fabrication ici, puis on tenait compte juste la petite barre verte qui est là pour recharger nos véhicules, on aurait 50 fois moins de gaz à effet de serre qu'une Prius, là, essentiellement. Donc, c'est pas mal mieux au niveau des gaz à effet de serre, les véhicules électriques, que les véhicules au gaz naturel, vous en conviendrez, bien sûr. Alors, les options, c'est quoi? Pour les gaz naturels, ben, si on regarde l'énergie, ça, c'est un beau graphique. Regardez-moi ça. Vous avez de 1950 jusqu'à 2015, ça, c'est les centrales qui ont été ajoutées en mégawattheures, donc les puissances des centrales qu'on a ajoutées, et celles qu'on a enlevées, qu'on a décommissionnées. On voit que, principalement, dans les années 60-70, c'était le charbon, le gaz naturel, le nucléaire, même le pétrole.
Et le boom du gaz naturel est arrivé au début des années 2000. Et aux surprises, regardons les nouvelles centrales depuis 5 ans, c'est de l'éolien et du solaire. Est-ce que c'est un hasard ou un événement qui ne reviendra pas dans le temps? J'ai des petites nouvelles pour vous autres, ça va s'amplifier et je vais vous montrer pourquoi. Et donc, ça va décarboner encore nos centrales électriques et rendre nos autos électriques encore plus propres. Ça, c'est l'évolution du prix en cents par kilowattheure de l'électricité issue des panneaux solaires, sur des fermes solaires. On s'entend, c'est des centrales solaires. Là, un fournisseur d'électricité commande une ferme de tant de mégawatts et tout. Regardez où on en est rendu. On est en bas de 500 le kilowattheure. En bas, la grosseur du cercle, c'est simplement la grosseur de la centrale, le nombre de panneaux. On est en bas de 500 le kilowattheure. Et c'est pas fini, ça fait seulement commencer. Là. Il y a déjà présentement, en Arabie Saoudite, moins de 300 le kilowattheure pour une ferme solaire. Au Chili, 2,6 cents le kilowattheure pour le solaire. Les endroits, évidemment, où il y a beaucoup de soleil, là, on s'entend. Là. Et pour vous montrer à quel point l'industrie pétrolière et gazière, qui est très près de l'Agence internationale d'énergie, est à côté de la coche. Ça, c'est les prédictions dans ce qu'on appelle le World Energy Outlook. Là, il y en a que vous devez savoir c'est quoi. Donc ça, l'Agence internationale d'énergie émet ça chaque année. Ils font des prédictions. Et ça, c'est les prédictions pour le nombre de gigawatts d'énergie solaire qu'on va ajouter en fonction du temps. Et on est à 2030 ici. La courbe ici, c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé, c'est l'historique, c'est ce qui se passe. Vous voyez qu'en 2002, les prédictions, bof, il n'y en aura pas tant que ça. Finalement, l'année d'après, on dit, bon, ça sera peut-être mieux de monter un peu. Puis ainsi de suite, à tous les 2 ans, on a monté. Puis même la dernière courbe est encore en dessous de la réalité. Tout ça pour dire que nos instances internationales de l'énergie, évidemment nos gouvernements aussi, sont totalement... Ils ne voient pas ça venir, on dirait, je ne sais pas s'ils ne veulent pas le voir, mais c'est en train de bouleverser totalement le paysage énergétique. Et là, ici, ça, je l'ai fait cette semaine parce que je suis allé chercher les dernières statistiques de 2016, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait refilé celle de 2015, mais je me dis, ben voyons, ça ne correspond pas à l'autre courbe, fait que je vais essayer de trouver les chiffres de 2016. Effectivement, ici, au niveau de l'énergie solaire, c'était là, c'est rendu là, ça va aller encore plus bas bientôt. Donc, vous avez le nucléaire, le charbon, les centrales au charbon, ça c'est le prix, donc aux États-Unis, non subventionné, là. C'est non subventionné, et vous voyez que l'éolien et le solaire sont dans la partie inférieure du prix du gaz naturel pour les centrales électriques. Et, comme je l'ai dit, ça fait seulement commencer. Là. On va aller en bas de 300 le kilowattheure. Là. Donc, le gaz naturel, il va avoir beaucoup de difficultés dans le domaine de l'énergie. Alors, les transports, ben là, évidemment, aujourd'hui, d'ailleurs, j'en mets seulement 2. On est rendu à la 2e génération de voitures électriques. C'est des voitures électriques, ces deux-là, qui ont plus de 350 km d'autonomie sur une recharge. La Tesla Model 3, qui vient d'arriver cet été, et la Chevrolet Bolt. Donc, et c'est des bolides, là. Les accélérations, c'est époustouflant. On a presque les performances d'une Porsche. Là. Et il y en a une troisième que je n'ai pas pu mettre parce qu'elle est dévoilée ce soir. C'est Nissan qui dévoile sa nouvelle Leaf génération qui va avoir aussi 350 km et plus. Donc, on ne sait plus ce que c'était les autos électriques. L'autonomie, il y en a. Et ce que peu de gens savent, c'est que le coût des batteries était de 1 000 $ le kilowattheure en 2010 et maintenant 200 $ 5 ans après. Il y a eu une chute d'un facteur 5 du prix des batteries en 5 ans. Et ce n'est pas fini. Parce que là, on vient d'ouvrir la Gigafactory, la giga-usine de Tesla, et ils s'attendent qu'on tombe à 2019 à 125 $ le kilowattheure. Et Elon Musk, évidemment président de Tesla, disait que, dans un tweet qu'il serait bien déçu de ne pas être rendu à 100 $ le kilowattheure en 2020. Alors, si le prix des batteries diminue tant que ça, bien sûr, le prix des voitures va suivre. Et non seulement ça, mais on a un chercheur canadien, le chercheur Jeff Downe et son équipe à l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse.
Eux, ils viennent d'annoncer ce printemps, il y avait un projet de recherche avec Tesla, parce que Tesla les finance aussi, ce n'est pas les seuls financiers, mais il y avait un projet pour réduire, d'augmenter la durée de vie des batteries d'un facteur 2. Il y avait 5 ans pour faire ça, ils l'ont fait en 1 an. Donc, en 1 an, ils ont déjà démontré qu'ils ont doublé la vie. Alors, les voitures électriques comme Tesla, ça va être 800 000 km, là, puis la batterie, ça va être encore la même. Là. Alors, tu sais, il y a beaucoup de préjugés qui sont en train de tomber, là. Non seulement ça, mais le professeur Goudonov de l'Université du Texas, c'est l'inventeur de la batterie lithium-ion. Bien sûr, il y a 94 ans, mais il y a une équipe avec lui, là. Il est encore frais et dispo au niveau des idées et de l'innovation. Il nous a annoncé ce printemps, ça a été un printemps magique pour les batteries, qu'on avait 3 fois plus, qu'on allait avoir 3 fois plus d'énergie dans le même poids pour les batteries. Donc, les batteries vont devenir 3 fois plus légères. Évidemment, ça peut prendre 4-5 ans avant d'arriver sur le marché, mais c'est ce qu'on voit à l'horizon. Des batteries légères, des batteries qui durent 20 ans et des prix qui baissent ultra rapidement. Donc, la conséquence de ça, c'est que Bloomberg a prédit qu'en 2025, ça c'est le prix d'une voiture électrique qui diminue en fonction du temps, et le prix d'une voiture équivalente à essence. Vous voyez qu'on arrive en 2025 à l'achat, sans subvention. À l'achat sans subvention, au même prix. Donc, vous êtes chez un concessionnaire, vous avez 2 véhicules, c'est le même prix. Il y en a une qui fait 400 km d'autonomie, est électrique, l'autre, elle en fait 700, peut-être, OK. Mais celle qui est électrique, là, elle va vous faire économiser 15 à 20 000 d'essence, là, sur la durée du véhicule. Alors, laquelle vous allez prendre? Surtout qu'en 2025, les stations de recharge rapide, et ça va être beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir maintenant. Aujourd'hui, on a des stations de recharge rapide à 50 kW, ce qu'on met à peu près 100 à 125 km en 30 minutes. Mais en 2022-2023, ça va être 350 kW. C'est déjà sur les planches à dessin, il y a déjà des prototypes. Ça veut dire qu'on va remettre 300 km d'autonomie en 20 minutes. Il faut aller plus vite. OK, bon, j'achève. On arrive au camion. Essentiellement, les camions électriques, ça, c'est un camion québécois, là, de Nord-Dresden, nouvelle compagnie. Fait que maintenant, on est rendu au camion. Maintenant qu'on a réussi à faire baisser le prix des batteries et des voitures, on se lance dans les camions. Et 200 km en hiver, mais si on fait une recharge rapide là, sur l'heure du midi, on peut faire 400 km. Le camion de livraison, et moi, c'est toujours en bas de 150 km. Livraison locale, j'entends. Et Tesla vient d'annoncer un camion semi-remorque lourd, là, de classe 8, 100% électrique, d'ici, en tout cas, ils vont le montrer d'ici une semaine ou deux. Et donc, on rentre aussi avec probablement des stations de recharge très rapides ou d'échange des batteries. En 5 minutes, on peut changer la batterie. Donc, c'est possible de faire ça aussi. Ils ont déjà mis 250 stations en Amérique et ils vont probablement faire la même chose pour les camions. Alors, les traversiers aussi, 6 km, les traversiers électriques en Norvège. Et en 2018, lui, il existe déjà avec 360 passagers, 120 autos. Puis en 2018, bien, ça va être des bateaux qui vont faire 20 km du cabotage pour transférer des containers d'une usine à l'autre en Norvège. Merci. En conclusion, on a vu que le gaz naturel est une impasse qui nous éloigne de la transition. En fait, il y a eu énormément de publicité sur le gaz naturel à la télévision, La Vie en bleu. On associe gaz naturel et biométhane alors que c'est une infime portion du gaz naturel qui est transporté. Donc, on présente maintenant le support, non pas comme une politique industrielle de développement du gaz naturel, mais comme dans une politique énergétique, et on l'associe même, on va jusqu'à l'associer dans un plan d'action de la lutte au changement climatique. Et c'est là où, à un moment donné, il faut quand même appeler un chat et des énergies fossiles comme le gaz naturel des énergies fossiles et des contributeurs majeurs au changement climatique. Donc, on a réussi dans les politiques publiques et par des campagnes de relations publiques d'un distributeur à nous faire passer des vessies pour des lanternes. Donc, c'est très, très important de constater que c'est un contributeur majeur. Donc, la réduction de CO2 à la combustion est de façon minime, par rapport aux cibles à atteindre, même si on garde seulement la combustion.
Dès qu'on voit les émissions de méthane aux autres étapes de cycle de vie, je pense que la démonstration de M. Langlois était claire, c'est plus qu'annulé. En fait, ça dépasse, on peut dire, quand on tient compte du cycle de vie. Et on comparait tantôt avec le diesel, aussi avec les émissions fugitives liées dans le graphique. Donc, c'est plus qu'annulé par les émissions de méthane aux autres étapes de cycle de vie. Donc, le développement de la filière gazière compromet les chances du Québec et du Canada d'atteindre les cibles de réduction de GES. Et il faut que ça sorte des politiques publiques et du support, et surtout que ça sorte du fonds vert, qui n'est absolument pas là pour financer le développement d'une source comme ça. Et où est la transition? Si le bilan est négatif, il n'y a pas de transition. On fait simplement faire perdurer pendant un temps où on devrait mettre toutes nos énergies à la réduction de gaz à effet de serre, on fait perdurer une situation absolument intolérable de supporter, non pas le pétrole là, mais le gaz naturel avec un bilan négatif. Les coûts d'opportunité, il y a un manque à gagner à cause de la renonciation à une possibilité. En fait, quand on finance le gaz naturel ou des infrastructures, ça arrive en Beauce, à Portneuf, dans la région de la Côte-Nord, on a des engagements de plusieurs dizaines de millions. Certains sont engagés, plus de 20 millions. Certains sont à venir. C'est jusqu'à 40 millions d'annoncés de support au gaz naturel et à sa distribution, avec des équipements qui durent 50 ans, là. Donc, les fonds publics investis ne sont pas disponibles pour la vraie transition énergétique. C'est un choix qui est fait par nos gouvernements. Les moyens affectés à l'acquisition de compétences dans la filière gazière ne sont pas disponibles pour l'acquisition de savoir-faire en économie d'énergie et en énergie renouvelable. Les ressources consacrées à une filière du 20e siècle ne sont pas disponibles pour développer et innover, pour se hisser à la hauteur d'une économie décarbonée du 21e siècle. Donc, la filière à privilégier, on croit que c'est l'économie d'énergie. C'est quand même assez étonnant de voir notre caractère énergivore au Canada. L'industrie de l'énergie en soi prend un tiers de l'énergie consommée. C'est quand même assez fou là, hein, de penser que le tiers de l'énergie sert à faire de l'énergie. Ça sert pour des services utiles. Encore là, je pense qu'il y a beaucoup à faire en efficacité énergétique, d'où les guillemets à utile, pour le tiers de la consommation. Et il y a des pertes durant la conversion en service. Dans l'ensemble du système, il y a des pertes d'un tiers d'énergie. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a énormément à faire en efficacité énergétique parce qu'on est des énormes consommateurs en énergie en Amérique du Nord. 2 fois plus qu'en Europe, 200 fois plus qu'en Afrique. Donc, il y a un travail à faire qui est énorme. Donc, un potentiel colossal de création d'emplois en sobriété et efficacité énergétique, recherche, innovation, mise en œuvre. Donc, c'est la filière pour nous à privilégier. Bien sûr, celle des énergies renouvelables aussi, mais il y a un travail énorme en termes de potentiel d'efficacité énergétique. Donc, merci. On est ouvert à vos questions. Je vais demander à Mme Sauvé de venir animer la période de questions. Merci.